Comprendre les enjeux de la vie moderne. Mettre en contexte les événements de l'actualité. En compagnie d'experts de calibre mondial. Voilà, McGill en parle. Eh bien, bonjour et bienvenue à la Cybertech de l'Université McGill. C'est un espace où les étudiants se réunissent pour discuter de leurs projets. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Mon nom est Jackie Rourke, je suis l'animatrice de McGill en parle. Et avec moi, deux experts qui connaissent bien le territoire en question, la Ville de Montréal et son avenir. Daniel Weinstock est professeur en droit et en philosophie à McGill. Il est aussi directeur de l'Institut des politiques sociales et de la santé. Et Richard Schirmer est professeur à l'École d'urbanisme de l'Université McGill. Son expertise est dans le développement économique, urbain et régional et la géographie de l'innovation. Alors, bienvenue à vous deux. Bonjour. Merci d'être venus. Avant qu'on se lance dans le débat de Montréal et la discussion, je suis très curieuse. J'ai une petite question. C'est quoi exactement la géographie de l'innovation? Écoutez, je donne un cours là-dessus. Ça me prend 13 semaines pour essayer d'expliquer aux étudiants, donc je vous y invite parce que je ne pense pas que je pourrais vous répondre en 2 minutes. En gros, c'est de savoir où a lieu l'innovation dans les entreprises et aussi qu'est-ce qui fait que certaines régions sont plus innovantes que d'autres. Et on regarde ça parce que beaucoup de ce qui se passe économiquement repose sur l'innovation au sein des entreprises. Alors, on vous verra en classe d'abord pour mieux comprendre ceci. Merci. Professeur Weinstock, le but de l'Institut des politiques sociales et de la santé basé à McGill, juste expliquez-nous ça un peu parce que les études sont fort intéressantes. Alors, l'Institut est basé sur l'idée que les politiques sociales, de manière générale, pas seulement les politiques de santé, mais les politiques liées à l'urbanisme, à l'éducation, au logement, que toutes les politiques ont un impact sur la santé. Et que si on veut comprendre comment promouvoir la santé et le bien-être d'une population, il faut vraiment comprendre l'entièreté des politiques publiques et des politiques sociales, plutôt que de fixer le regard uniquement sur les politiques de santé. Alors, la pauvreté, l'environnement... Il n'y a pas vraiment de limite. Toute politique va avoir, de manière plus ou moins directe, un impact sur la santé et le bien-être des populations. Excellent, merci. Bon, en ce qui concerne la Ville de Montréal, c'est sûr qu'on ne manque pas de sujets à discuter. Il y a plusieurs enjeux. L'économie, l'investissement, les inégalités, la démographie, les langues, le débat des langues, la corruption. On en a des sujets à aborder. Mais commençons peut-être sur une note positive. Qu'est-ce qui va bien à Montréal, à votre avis? Qu'est-ce que vous voyez qui vous donne de l'espoir pour la ville? Commençons. Professeur Weinstock. Moi, j'ai toujours été un grand optimiste pour Montréal, même dans les périodes de son histoire qui étaient relativement noires. Je partirais d'une anecdote. Je voyage beaucoup. J'ai toujours beaucoup voyagé, à la fois pour le plaisir et pour la recherche. Et je dirais que quand je dis que je viens de Montréal, ça suscite un élan d'envie de la part de la vaste majorité des gens à qui je parle, qui, je crois, n'est pas, quand on dit qu'on vient d'autres villes, qui ne trouve pas nécessairement d'écho dans d'autres villes. C'est donc qu'il y a quelque chose dans la ville de Montréal qui est perçu, même par les autres, comme étant digne d'une certaine envie. Je crois que Montréal a une identité très forte, du fait évident, et on va en parler, j'imagine, plus tard, de sa dualité linguistique, du fait que c'est une ville dans laquelle il y a des défis liés à cette dualité qui rend la vie parfois un peu difficile, mais beaucoup plus intéressante. On dit parfois, et c'est un truisme, que tous les obstacles, que tous les problèmes posent des opportunités. Et je crois que pour moi, l'optimisme que j'ai par rapport à Montréal actuellement, c'est le fait que ce problème qui a toujours été le nôtre, celui de la dualité linguistique et le fait de la faire survivre, est peut-être en train de donner lieu à des opportunités intéressantes. Et surtout avec le mouvement globalisation partout, c'est un atout pour Montréal. Montréal est une ville bien située pour profiter de certains aspects de la mondialisation. Oui. OK, mais vous étudiez plutôt le côté économique. Alors, qu'est-ce qui vous donne l'espoir côté économique? Bon, alors d'abord, c'est sûr que quand on se compare à l'extérieur ou quand le regard extérieur est porté sur Montréal, les choses vont assez bien. De l'extérieur, c'est ce qui est perçu. Lorsqu'on regarde ce qui se passe actuellement au cœur de Montréal, il y a plusieurs éléments de court et de moyen terme, à mon avis, qui sont intéressantes. De manière
très court terme, la baisse du dollar, je pense que c'est une bonne chose pour Montréal et on y reviendra sans doute un peu plus tard. Je pense que tous les travaux qui sont faits, c'est très gênant lorsqu'on se déplace à Montréal, mais finalement, on est en train de faire quelque chose pour les infrastructures désuètes de Montréal et il était temps. Alors, vous trouvez ça positif, la grande majorité avec le trafic, peut-être moins ça? Eh bien, mettons que si l'alternative, c'est des nids de poules un peu pour l'éternité, oui, je pense que c'est positif de faire quelque chose. Mais aussi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on voit moins, mais qui est très important à Montréal, c'est que Montréal reste une métropole très égalitaire et très sécuritaire. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur les grandes inégalités qui se creusent entre pays et au sein de pays. Et il se trouve que le Québec, et Montréal aussi comme métropole, est une ville où il y a pas mal d'égalités entre les hauts et les bas revenus. Et ce qui, à mon avis, amène les bons sentiments que les gens ont de Montréal. La sécurité qu'on y ressent. Il y a moins d'écart ici. Il y a moins d'écart, et ça, c'est un constat statistique, mais je pense que ça se reflète aussi dans l'attitude des gens et dans la vie qu'on y mène. Nous avons un peu plus de stabilité récemment à la Ville de Montréal avec le maire Denis Coderre. Et lui et autres maires en Nord-Amérique, surtout au Canada, ils réclament plus de pouvoir. Oui. Qu'est-ce qu'un maire peut vraiment faire pour améliorer l'avenir de sa ville? Alors, tout système, je vais utiliser un mot peut-être un peu savant, mais je vais l'expliquer, tout système de subsidiarité, c'est-à-dire un système fédéral où il y a des échelons de pouvoir, donc un pouvoir central et ensuite des pouvoirs inférieurs et où les pouvoirs sont distribués. C'est, je crois, quelque chose un problème qui fait le tour du monde. Il y a une disproportion. Donc, on va dire souvent au Canada, et je crois que c'est vrai, que le déficit fédéral a été effectué sur le dos des provinces. Bon, évidemment, les villes n'apparaissent pas dans ce décor, mais devraient également en faire partie. Quand on regarde le rôle que les villes ont dans, par exemple, un dossier qui, moi, m'intéresse beaucoup, la gestion et l'intégration de l'immigration. Ce sont vers les villes que les immigrants vont. Au Québec, c'est vers Montréal que les immigrants vont. En Ontario, c'est vers Toronto, etc. Quand on regarde non seulement les ressources au sens matériel de l'argent dont disposent des villes, mais également les coups des franches dont dispose la ville pour adopter des politiques, pour faire de l'expérimentation, il y a une disproportion. Et je crois que le maire Coderre fait partie d'une mouvance, je dirais, globale de maires qui sont en train de se dire que ça va donner lieu à des dysfonctionnements importants et qu'il est temps que ça change. Je pense que M. Coderre et les autres maires, leurs arguments sont très importants parce qu'on attend des villes, entre autres au niveau économique, que les villes accueillent beaucoup du développement économique, beaucoup de nouvelles entreprises, ce qui amène des coûts en termes de services publics, en termes de voirie, en termes de déblaiement de neige. Or, tous les impôts qui sont payés par ces nouvelles activités vont au fédéral ou au provincial. Très peu des revenus, à part les revenus du foncier, qui sont les seuls revenus vraiment qui sont dévolus aux municipalités, reviennent donc à la ville. Ce qui fait que plus une ville croît, plus elle a des problèmes. Ce qui est paradoxal. Et dans un système, lorsqu'on présente le problème de ce côté, de cette façon-là, je pense qu'on comprend bien l'importance de ce qu'est en train d'essayer de faire le maire Coderre. Je lui souhaite bonne chance, mais ça va être difficile. Bien, on parle certainement de relancer l'économie par investir dans l'infrastructure. Est-ce que ça va être assez pour relancer Montréal? Écoutez, l'infrastructure, en ce moment, ça ne va pas relancer Montréal, ça va juste faire en sorte que Montréal ne baisse pas. Parce que les infrastructures de Montréal sont très, très anciennes. C'est une ville qui s'est beaucoup développée à la fin du 19e siècle. On a encore des infrastructures, notamment d'eau, qui datent de cette époque-là. En fait, c'est la réalité de l'histoire qui rattrape Montréal dans beaucoup de ces infrastructures. Et aussi, malheureusement, la réalité des mauvaises constructions qui ont été faites dans les années 50 et 60. Le pont Jacques-Cartier, normalement, ne devrait pas être obligé d'être construit 50 ans après sa construction, mais on en est là. Et donc, on paye un peu le prix de l'histoire. Et donc, pour l'instant, ça ne va pas relancer Montréal, mais ça va certainement faire en sorte que Montréal se maintienne. C'est d'ailleurs une chose qu'on remarque beaucoup dans des pays nouveaux, que ce soit en Amérique du Nord, mais aussi au Japon, où il y a beaucoup de constructions donc d'infrastructures assez récentes, c'est qu'on n'a pas intégré l'importance de renouveler les infrastructures. Dans l'esprit de beaucoup d'Américains du Nord, c'était un investissement. Une fois qu'on a investi, on s'arrête. Or, en Europe, on a l'habitude de vieux châteaux, de vieux ponts. Et donc, cette idée qu'une infrastructure se maintient de manière continue, c'est intégré à la culture et aux finances européennes, alors qu'on est en train de découvrir ça sur le tard en Amérique du Nord, parce que des grosses constructions, des grosses infrastructures se sont faites dans les années 20 à 50.
Et on commence maintenant à voir que ça devient désuet. OK, bien si on regarde les réparations dont on a besoin, parlons un peu de la commission Charbonneau. Quel est l'impact le plus important de cette commission d'enquête? Ou est-ce que c'était de l'argent un peu jeté par les fenêtres? Écoutez, je sais que mon collègue a regardé ça de plus près que moi. Moi, je dirais juste deux choses. La première, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a une commission. Il y a la commission Clich dans les années 75 qui est arrivée à pratiquement les mêmes constats, je dirais, que la commission Charbonneau. Donc, malheureusement, je reste un peu pessimiste sur ces impacts. Et d'autant plus pessimiste que le deuxième point que je voulais faire, c'est que lorsqu'on a parlé dans les médias, c'était surtout la dispute entre Michel Lalonde et la juge Charbonneau qui a fait les manchettes, alors que c'était une dispute somme toute assez minime. Et le fond de ce qui est dans le rapport reste relativement inconnu, à part de ceux qui l'ont lu en détail. Alors, étant un de ceux qui le lu en détail, toutes les 1800 pages, il y a une soixantaine de recommandations qui sont très intéressantes, mais effectivement, je crois que ni les médias, ni le citoyen ordinaire n'en sait quoi que ce soit. Mais ce sont des recommandations intéressantes qui forment au moins un début de débat sur la manière de réformer nos institutions d'octroi de contrats, de gouvernance municipale, qui est tout à fait intéressante, mais on n'en arrivera pas là. Bon, le débat entre Renaud Lachance et la juge Charbonneau, quand on regarde Renaud Lachance a refusé de signer le chapitre dans lequel il y avait des accusations quand même assez directes portées vers les partis politiques sur leur mode de financement. Le commissaire Lachance a dit « Les faits ne sont pas suffisants pour conclure qu'il y a eu effectivement des financements illégaux. » Par contre, est-ce que les risques sont là pour qu'il y ait potentiellement des financements illégaux? Absolument. Et donc, les recommandations sur le financement des partis politiques qui sortent du rapport, le commissaire Lachance est parfaitement solidaire de ces recommandations. Je dois dire, comme nous sommes à McGill, qu'il devait y avoir un troisième commissaire qui était mon regretté collègue à la faculté de droit, Rod MacDonald, qui est tombé très malade au tout début des audiences. Les recommandations, les 60 recommandations de la commission reçoivent l'appui solidaire des deux commissaires et la tragédie est qu'on n'en a à peu près pas parlé, comme on a été omnibulé par ce côté humain de l'histoire. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour ressortir? On a fait cet investissement. Je crois que la responsabilité est en partie, la responsabilité est en partie la nôtre en tant qu'intellectuels, disons, de rappeler aux gens qu'on a dépensé des millions de dollars, on a fait venir des experts un peu de partout. Ce serait quand même dommage de perdre le capital, disons, l'acquis d'argumentation, de recherche, etc., qui a été faite là-dedans, parce qu'on va se retrouver dans quelques années exactement dans le même pétrin avec d'autres acteurs que celui qu'on a maintenant. Évidemment, les recommandations sont complexes. Elles exigent la création de certaines institutions. Elles exigent la réforme d'autres institutions. Les politiciens sont, je dirais, de manière générale, des êtres conservateurs, avec un petit C, là, pas des conservateurs au sens de parti politique. Ils fonctionnent comme beaucoup d'êtres humains le font, sur le mode de « si c'est pas cassé, on le répare pas ». Et je préfère ne pas voir les choses qui sont cassées si on me met le nez Voilà, dessus. parce qu'on sait que c'est cassé. Alors là, le rapport Charbonneau, à plusieurs moments, met le nez sur les décideurs et leur dit « Écoutez, voici des choses qui évitent la corruption. Voici comment les réparer. » Ça demande de la volonté politique, ça demande parfois, disons, de se heurter à des intérêts qui sont souvent, des intérêts économiques qui sont souvent extrêmement puissants sur le plan politique, économique, etc. Évidemment qu'on préférerait ne pas le faire. Alors, en quelque part, je dirais que le fait qu'on se soit restreint à regarder un peu le drame humain que la commission Charbonneau a été et qu'elle a également révélé, permet aux politiciens de se cacher. de ne pas avoir à regarder le bobo. Et je crois que notre responsabilité est de faire revivre ce rapport pour que les recommandations redeviennent le centre du débat. OK, passons à un autre sujet. Montréal attire des artistes, on le sait, des musiciens, des étudiants internationaux, il y en a plusieurs. Pas trop de sièges sociaux ces temps-ci. Qu'est-ce que Montréal peut faire pour attirer plus d'investissements? Écoutez, là, vous soulevez un paradoxe, parce qu'une des raisons pour lesquelles il y a tant d'artistes et d'étudiants qui viennent ici, c'est que Montréal est une ville relativement abordable.
Or, si les sièges sociaux arrivent et construisent, il y a beaucoup de développement, Montréal deviendra moins abordable, on aura beaucoup moins de vieux bâtiments dans lesquels les artistes peuvent faire leurs expérimentations et tout ça, et les artistes, eux, s'en iront ailleurs. Alors c'est presque comme s'il fallait choisir entre les deux et qu'on ne peut pas avoir les deux en même temps. En ce moment, beaucoup d'artistes new-yorkais quittent New York parce que c'est trop cher. Ceux qu'on y voit sont les méga artistes multinationaux qui sont à la tête d'entreprises. Et oui, on les met en avant, donc ils sont à la première page des magazines. Mais les artistes créateurs, innovateurs qui sont en train vraiment d'expérimenter, il y en a de moins en moins à New York parce que c'est une ville de grosses corporations. Il y en a beaucoup à Montréal, ce qui est très bien pour nous qui vivons ici, mais ils viennent à Montréal en partie parce que Montréal est une ville abordable. Pas que ça, je pense que le fait qu'il y ait deux cultures fondamentales qui sont toujours en dialogue ici, qu'on a deux milieux culturels, anglophones et francophones, est aussi quelque chose de très positif pour le monde artistique. Mais même ces deux mondes culturels disparaîtront, plus on attire de sièges sociaux, plus on devient une ville mondialisée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de développement ou d'investissement, mais le rapport que vous faites entre les deux, à mon avis, est un rapport intéressant, mais c'est soit l'un, soit l'autre qui va avoir les deux sera très difficile. Mais on voit que Montréal, en 1976 environ, était pareil, égal avec Toronto en population. Toronto est allé comme ça, Montréal... Oui, mais je pense que ce qui s'est passé... Alors, il y a deux choses qui sont passées dans les années 70. Il y a la montée du séparatisme québécois, mais il y a aussi la montée de la grande crise manufacturière de la fin des années 70, début des années 80. Or, et je l'ai déjà évoqué, Montréal est une ville manufacturière qui s'est développée à la fin du XIXe siècle, qui a un fort socle manufacturier. Et donc, dans les années 70, c'est la disparition ou les grands problèmes qui ont été vécus par son secteur manufacturier qui ont fait que Montréal, qui se tenait à peu près avec Toronto, a décroché. Évidemment, la peur du séparatisme a accéléré le processus, mais je vois ça plutôt comme un catalyseur que comme la cause. Et c'est important de faire la distinction parce qu'on peut mettre beaucoup de choses sur le dos du séparatisme, mais je pense qu'il serait erroné de mettre la crise du manufacturier qui a été vécue par l'ensemble du monde occidental à la fin des années 70 et du début des années 80 sur le dos donc d'un parti politique. C'est parce que Montréal est une ville historiquement manufacturière qu'elle a décroché au début des années 80. Le séparatisme, les référendums n'ont sans doute pas aidé la chose. On sait qu'il y a eu une migration importante, donc surtout d'anglophones. Mais est-ce que c'est toujours tabou, le fait que les compagnies doivent venir ici, doivent fonctionner en français? Ça décourage plusieurs. Est-ce que c'est toujours un tabou d'en parler, le rôle de la loi 101 et l'investissement? Écoutez, oui, un tabou, c'est un grand mot. Je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, c'était peut-être quelque chose qu'on n'abordait pas du tout. Maintenant, on peut l'aborder, on peut en parler. Et évidemment, il y a des gens qui sont plus ou moins d'accord avec l'idée que le fait de faire en sorte que les entreprises fonctionnent en français, est-ce que oui ou non, ça limite les investissements et les décisions d'implantation? À mon avis, oui, à la marge, ça a un effet, mais c'est à la marge. C'est un choix de société qui a été fait. Les Québécois l'assument. Et je pense qu'il faut juste reconnaître qu'il y a un coût marginal qui est que plusieurs entreprises, je ne pense pas que ce soit en grand nombre maintenant, je pense que ceux qui ont vraiment décidé de partir sont partis dans les 70 et on n'en parle plus. Aujourd'hui, à la marge, oui, certaines décisions sont prises sur la base de la langue. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui un facteur aussi fondamental ou aussi important que ça a pu l'être dans les années 70 et 80. Que pensez-vous? Parce que ça affecte aussi l'immigration qui est essentielle pour... Je voudrais mettre l'accent sur quelque chose que mon collègue a mentionné il y a un instant, qui est celui de choix de société. Alors, il y a plusieurs choix qu'il faut faire, ce ne sont pas des fatalités. On veut faire l'équilibre entre plusieurs choses entre Montréal. C'est un équilibre fragile, c'est un équilibre changeant. D'une part, on veut une ville prospère, on ne veut pas une ville qui soit pauvre. On veut une ville qui fonctionne en français, c'est-à-dire on veut continuer à réaliser ce rêve un peu fou d'une société qui fonctionne largement en français au sein les irréductibles gaulois là, qui continuent à parler français au sein d'un océan anglophone. Bon, et je crois que la plupart des gens sont prêts à assumer qu'il y a des coûts économiques, mais on peut le regarder d'une autre manière. Disons, le fait de vouloir une plus grande prospérité mesurée en termes de nombre de sièges sociaux va avoir un coût en termes de notre capacité à maintenir notre... donc, il y a une question de choix. Il y a une chose que je dirais, et bon, le fait que nous soyons ici à McGill
l'impose jusqu'à un certain point. Une des choses qui est quand même assez remarquable à Montréal, c'est que nous avons 4 universités. Dépendant de la manière par laquelle on définit la ville de Boston, si on triche un peu sur les marges, on se retrouve avec soit Montréal, soit Boston, ayant le plus grand nombre d'étudiants per capita en Amérique du Nord. Donc ça, les étudiants, c'est des jeunes, c'est des idées, c'est de l'énergie, c'est de la créativité qui arrivent par milliers là, à Montréal. Et ça, c'est une force pour l'avenir. C'est une énorme force. Ça fait partie de notre capital, là, de notre... Et, bon, le petit éditorial que je voudrais faire, c'est que je me demande dans quelle mesure nos décideurs sont toujours conscients de la richesse, au sens plein du terme richesse, que représentent pour Montréal ces 4 ou ces 6 universités. Nous sommes en train de désinvestir massivement dans les universités et investir dans notre force, qui est notre industrie du savoir, me semble être quelque chose qui, d'abord, réunit les 2 communautés linguistiques. Aussi bien les anglophones que les francophones de Montréal ont intérêt à ce que ces fabuleuses ressources s'épanouissent et représentent un investissement plutôt qu'un coût. Un autre sujet qui a vraiment fait couler l'encre, par contre, c'était la Charte des valeurs. Et ça s'est réparti les nouvelles à travers le monde. Alors oui, une ville multiculturelle, mais on a aussi cette histoire de la Charte des valeurs. Qu'est-ce qu'on a vu comme l'impact? Écoutez, c'est pas le moment le plus glorieux, à mon avis, de notre histoire politique récente, mais lorsque on compare les discussions qu'on a eues autour de la Charte à ce qui se passe en ce moment en Europe ou à ce qui se passe au Sud quand on entend Donald Trump, on se dit qu'en fait, ça a été relativement civilisé. Je pense, à mon avis personnellement, que c'est une erreur que d'essayer de forcer les gens à se comporter de certaine manière ou à s'aimer de certaine manière, mais il y a eu une discussion civilisée là-dessus. Les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, on en a discuté. Les Québécois aussi se sont très clairement prononcés lors des élections, et les élections, c'était un élément fondamental des élections récentes, donc ça a été rejeté par la plupart des Québécois. Par rapport au débat ou au non-débat qu'on voit en ce moment aux États-Unis ou en Europe, je pense que finalement, le débat a eu lieu au Québec et c'était un débat qui était assez civilisé, je veux dire, à l'image du Québec dans ces choses-là. Oui, je suis entièrement d'accord avec Richard. Pour moi, c'est une des choses qui me rend optimiste par rapport non seulement à Montréal, mais au Québec. Le parti qui a proposé la Charte des valeurs a été puni aux urnes, retourné donc à son score le plus bas depuis la première élection dans laquelle elle a présenté des candidats. C'est quand même pas rien, là. Un parti qui a été dominant pendant 2 grandes périodes des 40 dernières années se retrouve vraiment réduit à sa base, à peu près à sa base fondamentale. Et donc, la leçon bon, les politiciens ne tirent pas toujours de l'histoire les leçons qu'ils devraient en tirer. Mais si j'étais un politicien, la leçon que je tirerais des dernières élections, c'est qu'il n'y a rien à gagner au Québec électoralement de jouer la politique de l'intolérance. Ce n'est pas une conclusion à laquelle on arrive les politiciens européens, parce qu'à l'évidence, il y a du gain politique à faire sur le dos de l'intolérance, que ce soit en France, que ce soit quand on regarde maintenant ce qui se passe dans les pays de l'Europe centrale, en Pologne et en Hongrie, on est à 10 000 lieues de ce qui se passe là-bas. Donc, vous savez, on a tendance, je crois que c'est un trait particulièrement québécois plutôt que montréalais que de mettre vraiment une loupe sur nos bobos pour qu'ils apparaissent plus gros qu'ils ne le sont vraiment. Encore une fois, je suis parfaitement d'accord pour dire qu'à l'échelle de la planète, nous vivons ces mutations de manière beaucoup plus sereine, de manière beaucoup plus tolérante et de manière beaucoup plus propice à un avenir, je dirais, positif du point de vue de l'intégration de l'immigration que bon nombre... il n'y a pas un Donald Trump québécois, il n'y a pas une Marine Le Pen québécoise, il n'y a pas un... Bon, bien, regardons pour conclure les grands enjeux pour la Ville de Montréal dans les prochaines 5-10 années. On vient d'évoquer l'immigration et ça reste un enjeu important, je pense. On est dans une phase de population vieillissante qui vieillit plus rapidement au Québec qu'ailleurs. Et le fait de pouvoir intégrer des immigrants, ça a non seulement donc, une importance culturelle et je dirais au niveau des valeurs donc, qui sont québécoises, mais aussi il y a donc une réelle importance économique que d'avoir des plus jeunes personnes, surtout des personnes qui sont bien éduquées, qualifiées, qui sont dynamiques, qui sont contents d'être ici, qu'on puisse les intégrer et faire en sorte qu'ils puissent intégrer le marché du travail. Parce qu'il y a des blocages institutionnels pour les immigrants lorsqu'on les accueille, mais ensuite, comment faire pour qu'ils puissent arriver à leur plein potentiel, parce que leur potentiel, ça devient le potentiel de Montréal.
Et je pense que ça, c'est un enjeu, c'est un vieil enjeu. Je dirais, Montréal a eu beaucoup d'immigration, mais un enjeu qui devient de plus en plus important parce qu'on n'est pas en train de renouveler nos travailleurs localement. Maintenant, si Montréal se maintient au niveau de la population, c'est grâce à l'immigration, ce n'est pas grâce aux naissances, ni à Montréal, ni au Québec. Donc, s'il y a un enjeu qui est important, c'est comment faire en sorte que les immigrants viennent, mais puissent ensuite mettre en valeur leurs connaissances et leur capital humain. Votre dernier mot. Il y a plusieurs réponses qu'on pourrait donner. Celle qui, moi, m'intéresse le plus et celle sur laquelle je porterai le regard le plus insistant dans les années à venir, c'est la mesure dans laquelle nous allons être en mesure de maintenir cet équilibre fragile dont nous avons parlé, qui est de maintenir le caractère francophone de Montréal, mais par ce fait du Québec au complet, dans un contexte qui est un peu différent de celui, disons, des années 70, lorsque le dossier linguistique a explosé pour la première fois. Le danger pour le français à Montréal, ce n'est plus la communauté anglophone du Québec, ce ne sont plus les gens de Westmount. Le danger, c'est la place d'abord globale que prend l'anglais dans l'économie donc mondialisée, et relié à ça, le fait que les principaux agents qui poussent maintenant pour une réforme des lois linguistiques, notamment dans le domaine de l'éducation, ne sont plus les anglophones, qui se sont rendus compte qu'au fond, ils n'ont rien à perdre du fait des lois linguistiques. Leurs enfants sortent bilingues du système scolaire québécois. Les immigrants, comme on dit, sont morts de rire. Eux, ils sortent trilingues. Hein. Ils maintiennent pendant au moins une génération, parfois deux, leur langue patrimoniale. Ils apprennent l'anglais parce que les immigrants se rendent en quelque sorte ouverts à l'apprentissage de l'anglais de toutes sortes de manières. Il y a une linguiste célèbre qui dit que l'anglais, pour un immigrant, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qui s'attrape, hein, comme une sorte de virus. Et ils apprennent le français parce qu'ils envoient leurs enfants à l'école française. L'immigrant lambda typique sort de l'école québécoise francophone trilingue, ce qui est un atout absolument fondamental. Et quand deux de ces langues sont l'anglais et le français, et que, par exemple, sa troisième langue est une langue également mondiale comme le mandarin ou l'arabe, ben, cet enfant-là, sur le marché du travail... Mais les enfants des francophones... Mais les enfants des francophones, il y a, je crois, une prise en compte du fait qu'un des effets non prédit, mais quoique prévisible, était que linguistiquement, ce sont les enfants francophones qui se trouvent linguistiquement défavorisés. Je crois que la communauté francophone du Québec, de manière parfois explicite, de manière plus implicite, est en train d'essayer de trouver un nouveau point d'équilibre entre le maintien de la société francophone, mais également une ouverture plus grande à l'anglais, devenu cet outil donc de l'économie mondialisée. Fragile, difficile, est-ce qu'on y arrivera? Est-ce que les politiciens seront toujours, disons, à la hauteur des défis qui leur sont présentés? C'est, je crois, disons, le grand défi des 10 prochaines années. Ah, voilà. Bon, mais merci beaucoup. Merci de venir en parler. Et merci à vous aussi d'avoir assisté. À la prochaine fois que McGill en parle.